Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro des Matins du Sénat. Le Sénat va bientôt débattre du projet de loi de reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris. La commission de la culture du Sénat s'oppose à ce que ce chantier déroge aux règles d'urbanisme et de préservation du patrimoine. Elle souhaite également que la reconstruction de la cathédrale se fasse à l'identique. Je vous propose ce matin de suivre une audition d'experts scientifiques sur les apports de la science et des technologies à la restauration de Notre-Dame. Je vous laisse écouter cette audition. Chers amis, chers invités, chers amis membres de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, je voudrais accueillir mes collègues parlementaires venus de l'Assemblée nationale et accueillir les collègues sénateurs dans cette salle René Monory. Je voudrais accueillir nos invités venus nombreux sur un sujet majeur, bénéficiant les uns et les autres d'une expérience, d'une autorité, d'une compétence reconnue. Et je les remercie très sincèrement au nom du Parlement, puisque l'Office parlementaire, comme son nom l'indique, représente le Parlement, les deux chambres, d'avoir accepté de consacrer cette longue matinée qui sera animée par Cédric Villani et votre serviteur. Mais, Monsieur Lagneau, vous avez immédiatement la parole, je me tais. Vous n'êtes pas venu m'écouter. Nous sommes une ONG qui nous consacrons à la préservation du patrimoine culturel à travers le monde et nos membres sont répartis dans les 110 comités nationaux et donc je suis président du comité français. Alors au fil du temps, nous élaborons un corpus de textes doctrinaux qui sert de fondement aux politiques de conservation. Alors le plus connu de ces textes, vous le citiez, c'est la Charte de Venise en 1964 qui reprenait et complétait les recherches des théoriciens de la restauration de Ruskin jusqu'à Brandy, en confirmant la prééminence de l'authenticité de la matière et le fait de préférer la conservation à la restauration. Alors pour ce qui concerne l'attitude à avoir face à un événement traumatique, nous avons eu la déclaration de Dresde en 1982 qui amorçait le débat, puis ce sera le document de Nara en 1994 qui élargissait la notion d'authenticité à celle de l'immatériel. Ils seront complétés par bien d'autres, dont la charte de Cracovie en 2000. Il ressortait de tous ces documents que la reconstruction à l'identique, mal vue jusque-là, était admise lorsque des motivations sociales et culturelles le justifiaient. La demande sociale sous toutes ses formes devenait dès lors une donnée reconnue et incontournable au même titre que celle des experts. C'est au vu de nos travaux d'ailleurs que l'UNESCO a souhaité nous associer très tôt à la Convention du patrimoine mondial de 1972. Nous sommes son organisation consultative pour les biens culturels. Nous intervenons aussi bien pour apporter les dossiers d'inscription que pour assurer ensuite leur suivi. Et vous savez que les rives de la Seine sont sur cette liste depuis 1991. Alors ces dernières années, nous avons connu vraiment énormément d'événements tragiques, que ce soit des catastrophes naturelles, accidentelles ou faits de guerre, qui ont affecté gravement des biens du patrimoine mondial. Et encore, la semaine dernière, la moitié du bazar de Tabriz en Iran a brûlé. Et de ce fait, l'UNESCO, c'était en 2016, nous a demandé de préciser l'attitude post-traumatique à avoir face à de telles situations, une fois passé le temps de l'émotion. Alors, avant d'aborder nos premières réponses à cette demande, je voudrais rappeler des notions de base qui, pour sembler trop rapidement évidentes, sont souvent cause de malentendus. Les mots sont nombreux pour parler du thème qui nous préoccupe et le multilinguisme nous oblige à bien veiller à leur sens. Alors, je les cite en vrac, restauration, réparation, reconstruction, récupération, restitution, et je m'arrête là, j'en ai encore toute une foultitude. Et en fait, malgré de nombreuses tentatives de normalisation de ce vocabulaire, il conserve des sens différents selon qu'ils s'appliquent à tout ou partie d'un édifice, selon leur objet et également selon les cultures de ceux qui les utilisent. Alors, pour préciser les plus utilisés, je parlerai de restauration, bien sûr. C'est toute action destinée à faire perdurer un édifice et à lui conserver son intégrité. Selon la Charte de Venise, la restauration n'est admise que si elle se fonde sur le respect de la substance ancienne et sur des documents authentiques. Elle s'arrête là où commence l'hypothèse. Je vous conseille la lecture de son article 9 qui est particulièrement d'actualité. La restitution, c'est un acte de rétablissement à l'identique d'un édifice ou d'une de ses parties disparues. Alors, pour schématiser, restaurer, c'est réparer, restituer, c'est rétablir. Alors actuellement, nous parlons beaucoup de reconstruction et j'ai vu avec surprise qu'effectivement la flèche indiquait la reconstruction de Notre-Dame pour me conduire jusqu'ici. Et en fait, c'est une facilité de langage. En fait, on reconstruit un édifice entièrement détruit, on restitue un élément disparu, on restaure un édifice dégradé.
Alors, au-delà des mots, quel est l'objectif recherché? C'est conserver un témoignage douloureux ou au contraire vouloir l'effacer, restaurer l'édifice à l'identique afin de faire revivre un symbole, ou bien restituer les parties disparues, mais dans un autre style pour conserver la trace du traumatisme vécu. Quel qu'il soit, c'est ce choix primordial qui entraîne le projet architectural. Alors, ce projet sera déterminé par les valeurs scientifiques que lui attribuent les experts en fonction de leur domaine de compétences, pas seulement patrimonial, ça peut être économique, environnemental, mais aussi par la charge symbolique que lui conserve une communauté locale, nationale et internationale. Nous ne pouvons que constater, en étudiant malheureusement les nombreux exemples passés, que chaque intervention, qu'elle soit de stricte conservation, de restauration, de reconstruction, voire quelquefois d'éradication complète, était liée à une demande sociale, relayée naturellement par le pouvoir politique. Alors, s'agissant d'édifices emblématiques, marqueurs d'une forte identification, la demande sociale immédiate est la reconstruction à l'identique comme remède au traumatisme. Comme era dovera ont malheureusement l'habitude de dire les Italiens, que ça soit à Venise et plus récemment à l'Aquila et à Norcia. Mais il y a bien des moyens pour arriver à ce résultat. Alors la méthodologie que nous proposons vous semblera peut-être bien banale, mais elle est à prendre comme une aide à la décision et elle, naturellement, n'a pas la prétention de se substituer aux décideurs institutionnels. Mais elle doit être conduite sans idée préconçue. Par définition, tout bien inscrit sur la liste du patrimoine mondial possède une valeur universelle exceptionnelle. En cas de dégradation de celle-ci, c'est elle qu'il faut tenter de retrouver. Cette VUE, c'est le terme dont vous entendrez souvent parler, est reflétée par des critères et un éventail d'attributs matériels et immatériels, propres à chacun des quelques actuels 1100 biens existants. Nous avons l'habitude de parler de leur ADN pour monter vraiment la caractéristique de cette VUE. Alors, ces attributs sont essentiels pour apprécier l'authenticité et l'intégrité d'un bien. Ils portent sur des valeurs patrimoniales, naturellement, mais pas uniquement, ça peut être sociétal, économique et environnemental. Donc, face à une destruction, il importe d'évaluer précisément et méthodiquement les atteintes à ces attributs. Ensuite, il faut identifier les options de rétablissement de ces attributs, leur trouver éventuellement des substituts. Alors, le parti choisi définira les objectifs de l'opération et précisera l'approche à suivre. Pour les attributs matériels, naturellement, en définissant les formes, les matériaux, les techniques et leur mode de mise en œuvre, sans oublier les notions de développement durable et de dérèglement climatique. Pour les attributs immatériels, en veillant à retrouver la symbolique attachée au bien et les marques de sa traversée du temps. Alors, pour assister l'État partie concerné, au final seul responsable de son choix d'intervention, nous préconisons un comité scientifique composé d'experts et de représentants de la société civile, naturellement en parfaite liaison avec le Centre du patrimoine mondial, qui est le service de l'UNESCO qui gère les biens. Alors, une fois la décision prise, la réalisation du projet sera alors mise entre les mains de professionnels aguerris du patrimoine qui mettront en œuvre le parti architectural retenu, quel qu'il soit, restitution fidèle, interprétée ou autre. Et c'est ainsi pour nous que la VUE du bien pourrait être retrouvée aux yeux de toutes les communautés, locales, nationales et internationales, et que sera assurée sa transmission aux générations futures. Je vous remercie. Je vous laisse la parole. Merci, Monsieur le Président. Donc, avec ma collègue, nous avons été sollicités pour évoquer le rôle de la maîtrise d'ouvrage et l'apport de la science pour mener à bien une restauration des monuments historiques. Donc, on va faire ce propos à deux voix, mais ce qui nous semblait important, c'était de faire un bref rappel historique de l'histoire du service des monuments historiques. C'est le mouvement romantique, et en particulier Victor Hugo, qui s'inquiète de la disparition du patrimoine. Et en 1825, il y a un texte célèbre qui s'appelle « Guerre aux démolisseurs », où il réclame une attention pour le patrimoine et une loi pour le préserver. En 1830, c'est la création d'un poste d'inspecteur des monuments historiques qui sera d'abord occupé par Ludovic Vitet, puis Prosper Mérimée, que tout le monde connaît. Et avec l'aide des préfets de département, ils vont inventorier les monuments dignes d'intérêt qui nécessitent des travaux. Et en 1840, c'est la première liste de monuments historiques qui va être établie, qui va comprendre à peu près 1000 monuments. Et c'est la liste des monuments pour lesquels des secours sont nécessaires. C'est l'intitulé exact de la première liste de monuments historiques. Donc je crois qu'on est en parfaite adéquation avec le sujet d'aujourd'hui. Alors cette liste a été bien évidemment complétée depuis pour atteindre aujourd'hui environ 45 000 édifices.
Et les monuments sont hier comme aujourd'hui protégés grâce à des recherches historiques, archéologiques pour en définir l'intérêt et pour définir s'il est bien pertinent ou pas que l'État s'intéresse à ces monuments et mette de l'argent pour leur intervention, pour leur restauration. Et ce qu'on demande, c'est de préserver l'intérêt pour l'art, l'histoire et la science, notamment par rapport du patrimoine industriel. Et la doctrine d'intervention, ça a été dit tout à l'heure par Jean-François Lagneau, s'est forgée au fil du temps et des opérations. Depuis le début, on intervient sur un monument qui, après des études archéologiques poussées pour savoir, on s'arrête là où commence l'hypothèse, ça vient d'être dit. Et le plus célèbre des architectes du 19e qui intervient, c'est évidemment Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc, qui va être celui qui va restaurer la cathédrale Notre-Dame, qui Victor Hugo est en état déplorable, et c'est lui qui va reconstituer la flèche qui a été détruite au XVIIIe siècle à partir d'éléments de recherche qu'il a pu conduire. Donc, contrairement à ce qu'on peut entendre, la flèche, c'est pas une invention totale de Viollet-le-Duc. Alors, ces travaux sur les monuments historiques ont été encadrés par des lois. Enfin, Victor Hugo les réclamait en 1825. La première loi, c'est 1887. C'est 1913. C'est une loi que tout le monde connaît. Et depuis, elles sont codifiées dans le code du patrimoine. Et le patrimoine, pour le rappeler, c'est 49% de propriétaires privés, protégés, 45% aux collectivités et c'est 5% à l'État. Et dans ces 5% à l'État, ce sont effectivement les cathédrales dans lesquelles le ministère de la Culture et les services déconcentrés que sont les DRAC sont maîtres d'ouvrage des travaux de restauration de ces monuments. Et au sein des DRAC, ce sont les conservations régionales des monuments historiques qui interviennent pour accompagner ces travaux, à la fois sur l'accompagnement scientifique, culturel, archéologique et en termes d'études, mais également financement, puisque c'est le ministère de la Culture qui est propriétaire et donc qui intervient à 100% sur la restauration d'un monument. Voilà, et tout ça par un système qui est très encadré par la loi, qui s'appelle le contrôle scientifique et technique, qui cadre les façons d'intervenir sur un monument à partir de cette doctrine qui s'est élaborée au cours des années et qui maintenant est forgée pour la France et fait exemple dans beaucoup de pays européens pour notre qualité à restaurer un monument. Mais je laisse la parole à ma collègue Cécile Hunnemann qui va parler à partir d'exemples de comment la science intervient dans la restauration d'un monument. Dans les cas de restauration particulièrement complexes, les conservations des monuments historiques peuvent faire appel à de multiples disciplines scientifiques qui viennent à l'appui du maître d'œuvre pour construire le projet de travaux. Les études à mobiliser sont définies par les conservations des monuments historiques. L'architecte, maître d'œuvre, coordonne ensuite les prestataires des études et intègre leurs résultats à son diagnostic et à sa proposition de restauration. De la qualité de ces études découle alors la qualité du projet. La conservation des monuments historiques finance régulièrement des travaux de recherche quand ils sont nécessaires à la restauration. Ce travail de recherche s'accompagne d'une démarche indispensable de redistribution de la connaissance à la communauté scientifique et au grand public. Pour illustrer ce propos, je m'appuierai sur 4 chantiers majeurs que mon service a conduits en Bourgogne-Franche-Comté, à la cathédrale d'Autun, à l'abbaye de Cluny, à la basilique de Vézelay et à la chapelle de Le Corbusier à Ronchamp. Tout d'abord, les sciences documentent et concourent à la définition du projet. La recherche au service du projet peut concerner la connaissance de l'histoire de l'édifice pour légitimer un parti de restauration, mais également la connaissance des matériaux, de leur mise en œuvre, notamment au moyen de l'archéologie du bâti, la connaissance de l'origine des pathologies et la définition des protocoles de restauration. À Cluny, la question qui se posait était de définir quel état historique présenter, documenter et redonner à lire l'état roman détruit de l'abbaye. Le recours à l'archéologie du bâti a permis de reconnaître notamment l'implantation de la première église et la salle capitulaire disparue dans les maçonneries du XVIIe siècle. Ces études, réalisées en amont de la définition du projet, ont donné lieu soit à des restitutions, soit à l'adaptation des circuits de visite et à la réalisation de supports de médiation. Définir l'origine des pathologies et leur caractère évolutif, c'est également le rôle des sciences au service des projets de restauration.
Le cas s'est posé devant les portails de la basilique de Vézelay. En 2009, l'observation de fissures parcourant le tympan de la Pentecôte conduit à la mise en place d'étaiements à titre préventif. Cette intervention d'urgence initie une vaste campagne d'études et de travaux que l'État soutient sur 3 registres. Administratif, la conservation des monuments historiques jouant le rôle d'assistant à la commune propriétaire et maître d'ouvrage des travaux. Financier, avec l'inscription d'un programme de travaux dans 2 contrats de plan État-région successifs. Technique et scientifique, dès le stade de la définition des études de diagnostic et pendant toute la réalisation des chantiers. Sur ce 3e registre, la conservation des monuments historiques met en place un comité scientifique international chargé d'accompagner de sa réflexion les projets de travaux. Elle en assure également le secrétariat. L'enjeu des études était d'identifier l'origine des fissures et de vérifier leur caractère évolutif. Pour ce faire, les architectes en chef se sont entourés d'équipes pluridisciplinaires, associant notamment un historien de l'art afin de préciser par l'étude des archives les travaux postérieurs à la construction, en particulier ceux menés par Viollet-le-Duc, des archéologues du bâti qui, par un relevé pierre à pierre, ont précisé le mode constructif de l'avant-nef, un bureau d'études structure qui, au moyen d'une modélisation 3D, a étudié les descentes de charge, un restaurateur de sculpture afin de préciser les techniques de taille et un laboratoire d'analyse des matériaux afin d'identifier les matériaux exogènes, sources potentielles d'altération du monument. Le temps des études peut être long. Après 10 années, l'État a acquis sur ce chef-d'œuvre du patrimoine mondial un niveau de connaissance exceptionnel. Tout au long des études, le comité scientifique s'est régulièrement réuni et les propositions d'intervention ont fait l'objet de présentations devant la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture afin d'assurer une parfaite collégialité de la décision selon le principe de la Charte de Venise qui rappelle que les choix de restauration, je cite, ne peuvent dépendre du seul auteur du projet. Article 11. Il est apparu que les déformations du tympan se sont produites dès son montage et sa mise en charge et sont aujourd'hui globalement stabilisées. Ce constat conduit l'architecte à proposer des interventions très peu intrusives, alors qu'en amont des études, il était envisagé des reprises structurelles lourdes. La science peut également contribuer à définir les protocoles de restauration. C'est le cas à la chapelle de Le Corbusier, à Ronchamp, où nous sommes confrontés à un problème de fissuration des bétons. Le projet ici est bien de conserver le matériau d'origine, tout en refermant les fissures pour stopper la dégradation des structures métalliques qui arment le béton et de redonner au monument un état conforme à sa présentation d'origine. 2 années de phase expérimentale ont été nécessaires pour tester plusieurs procédés et matériaux avec l'appui du laboratoire de recherche des monuments historiques et de retenir celui qui répond le mieux à l'objectif initial. Au-delà de la recherche appliquée au projet, le chantier peut être l'occasion d'approfondir la connaissance du monument. Pendant le chantier, le temps du chantier constitue en effet un moment privilégié d'observation. Ainsi, pendant la restauration du portail du jugement dernier à la cathédrale d'Autun, les échafaudages ont été largement ouverts aux chercheurs, archéologues et archivistes, chimistes, historiens de l'art, épigraphistes, historiens. Leurs observations ont été rassemblées dans un ouvrage coordonné par le service des monuments historiques. Après le chantier également, l'apport des sciences. L'enjeu, en effet, est de poursuivre l'acquisition des données au-delà de l'intervention pour des édifices exceptionnels et fragiles et de mettre en place une véritable politique de conservation préventive du monument. Ainsi, à Vézelay, les maçonneries de l'avant-nef seront instrumentées après la restauration des portails pour surveiller dans le temps long les mouvements qui pourraient l'affecter. En conclusion, les sciences et technologies sont la plupart du temps indispensables pour documenter le monument au stade de la définition d'un projet de restauration comme en cours de chantier. Dans ce processus, ce sont les conservations des monuments historiques qui établissent la liste des études parmi tous les possibles qui sont nécessaires à la réalisation du projet. Les conservations des monuments historiques en suivent le déroulement dans le cadre réglementaire de leur mission de contrôle scientifique et technique pendant toute la durée des chantiers. Je vous remercie. Oui, je vous remercie. Une seule remarque, mais je ne sais pas si mes collègues la partagent, c'est une affaire qui demande de la durée.
On ne peut pas vous le reprocher. Travaillons pour les siècles. D'ailleurs, travaille sous le regard de Saint-Louis, attentif. On a du recul. Saint-Louis qui pardonne. Oui, qui n'a pas connu Notre-Dame, Saint-Louis, finalement. Postérieur. Monsieur Prunet. Oui, je crois que Saint-Louis a commandé... Ça vous fait d'ailleurs un censeur de moins, en quelque sorte. Saint-Louis a commandé les travaux des bras nord et bras sud du transept de Notre-Dame, donc la fin de la grande construction à l'époque, à l'avènement du classicisme gothique en fait. Donc oui, il est important pour nous. Vous ne m'en voudrez pas de ne pas avoir probablement la connaissance que Philippe Villeneuve de Notre-Dame. J'ai intégré son équipe il y a maintenant 3 semaines. À sa demande, ainsi que 2 autres architectes en chef. Donc nous sommes une équipe de 4 architectes en chef des monuments historiques qui, pour l'instant, gérons autant que possible l'urgence, ce qu'on appelle actuellement la phase d'urgence impérieuse pour ce monument. Le chantier est actuellement donc un chantier de mise en sécurité de la cathédrale Notre-Dame. Je pense que beaucoup d'entre vous peuvent le voir en passant sur les berges de Seine. Le profil des parties hautes de la cathédrale évolue doucement, pas fondamentalement la silhouette générale, mais au moins l'habillage des parties qui sont conservées. Et on peut voir que petit à petit avancent ces mesures de sécurisation, de mise, de récupération de la stabilité aujourd'hui encore précaire de ce grand édifice. Alors, depuis que l'incendie a eu lieu, évidemment, et très rapidement ont été mises en place des mesures pour que les architectes ne soient pas seuls sur ce travail, mais d'abord, immédiatement assisté par les entreprises qui travaillaient directement sur le chantier, un échafaudeur, celui qui avait fait l'échafaudage de la flèche, le charpentier qui travaillait sur la flèche, des équipes de cordistes et aussi une entreprise de maçonnerie pierre de taille. Donc, pour les nommer, il y a l'entreprise européenne d'échafaudage, l'entreprise Lebras pour la charpente, l'entreprise Pierre Noël pour la maçonnerie et la pierre de taille, et l'entreprise Jarnas pour les cordistes, les acrobates qui mettent en place les filets pour protéger. Il est évident que l'incendie de la charpente a, d'une certaine manière, fragilisé l'équilibre de l'édifice. Si la charpente compte pour relativement peu dans le poids global de la construction, ses charges, le fait qu'elle ferme les parties hautes du monument, contribue évidemment à sa stabilité. Aujourd'hui, cet élément a disparu. Il a brûlé, pas complètement, mais il s'est aussi effondré en partie, et ces effondrements de la flèche à d'autres parties de la charpente ont, d'une certaine manière, ébranlé toute la partie haute du bâtiment. Certaines parties des voûtes ont été percées. Je pense que tout le monde avait vu cette flèche qui tombait un peu comme un missile sur la nef, et en fait qui a percuté le seul arc-boutant, c'est-à-dire le seul arc transversal qui relie les façades nord et sud, et qui est un élément important et considérable même du point de vue de la stabilité, puisqu'il relie tout le système, depuis les fondations, via les arcs-boutants, jusqu'aux parties hautes de la cathédrale. Les autres percements dans les voûtes sont moins dangereux, mais néanmoins, les voûtes ont subi les conséquences d'un incendie qui a duré à certains endroits assez longtemps pour être la cause de leur effondrement partiel, et notamment dans la croisée du transept. En fait, la croisée n'a pas pu être vraiment atteinte par les pompiers, et c'est le seul endroit où le feu a duré jusque tard dans la nuit, et probablement avec des températures extrêmement élevées qui ont contribué à la ruine de la voûte et à son effondrement. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une phase à la fois de mise en sécurité, et dans ce travail de mise en sécurité qui nous oblige à être en contact avec la globalité du monument,
En fait, moi je connais Notre-Dame depuis 3 semaines à peu près, et depuis 3 semaines, autrement je la connaissais comme la plupart de mes confrères, mais l'architecte en charge de Notre-Dame c'est Philippe Villeneuve, et c'est lui qui est le capitaine de cette intervention actuellement, et que nous assistons, mais il a une connaissance beaucoup plus approfondie que celle que je peux avoir. Néanmoins, j'ai le curieux sentiment, après avoir travaillé pourtant pendant plusieurs années, voire plusieurs décennies sur certaines cathédrales, que je commence à mieux connaître Notre-Dame que ces cathédrales. Parce que la plupart du temps, un architecte en chef intervient sur des fragments d'un édifice, rarement sur sa globalité. Ce sont des édifices qui sont gigantesques. Il y a une rupture d'échelle importante par rapport aux petites églises de campagne dont parlait Olivier Drouhan. Et je crois que c'est quelque chose de très particulier. Et là, tout à coup, on se trouve dans l'obligation de prendre en charge la globalité de l'édifice, de rentrer au contact de la globalité de ses structures, de son architecture, de ses décors, de ses dégradations, de son altération progressive et des besoins des mesures qu'il faut mettre en place pour, d'une part, stabiliser la dégradation et, d'autre part, envisager progressivement la mise en place d'un projet de restauration et de reconstruction de la seule partie qui est disparue, qui est la toiture. La toiture comprenant la flèche, évidemment. Donc, pour faire cette intervention, nous sommes assistés... D'abord, nous avons monté une équipe de maîtrise d'œuvre. Philippe Villeneuve a souhaité associer et... Pour les internautes, peut-être pour certains collègues qui ne sont pas familiarisés, quel est le statut des architectes en chef des monuments historiques? Eh bien, nous sommes des fonctionnaires du ministère de la Culture, mais avec un statut un petit peu particulier. Donc nous sommes nommés à l'issue d'un concours et en général à l'issue d'une formation spécifique qui suit le diplôme d'architecte et qui est donné à Chaillot depuis la fin du XIXe siècle, dans le cadre d'un cours qui a évolué, mais qui a été créé par un proche de Viollet-le-Duc, qui... c'est un trou de mémoire, donc Anatole de Baudot, et qui a créé le concours en 1993. J'ai eu l'honneur de passer le concours de 1893, de passer le concours du centenaire en 1993. Ça porte... Et donc après ce concours, à l'issue de ce concours, un certain nombre d'architectes sont nommés régulièrement dans le cadre d'un corps qui se renouvelle à la suite d'une part du départ des anciens au moment de leur retraite, et puis d'autre part en fonction des besoins exprimés par le ministère de la Culture. Aujourd'hui, nous sommes entre 40 et un peu plus d'une quarantaine d'architectes en chef des monuments historiques. Et nous sommes des fonctionnaires sans traitement, c'est-à-dire que nous intervenons avec nos agences et nous sommes, c'est une chose relativement importante, rémunérés sur la base et des études et des travaux que nous faisons pour le ministère de la Culture actuellement, parce que nous sommes des architectes de l'État depuis 2009, des monuments historiques classés appartenant à l'État, mais pour tous les monuments autres classés ou inscrits, nous intervenons à titre libéral quand nous le souhaitons. Voilà. Donc nous sommes au service des monuments de l'État et l'État peut nous solliciter aussi dans le cadre d'édifices qui ne sont pas protégés au titre de l'astreinte, on pourrait dire, en cas d'absence d'architecte pour répondre, d'architecte compétent pour répondre. Voilà. Un tout petit commentaire par rapport à ce qui était décrit tout à l'heure par Mme Ullmann, le travail sur le Vézelay. On est sur un chantier qui est considérablement plus complexe, avec les problèmes mécaniques, les problèmes chimiques, les problèmes de tout ce que vous voulez, et dans lequel, vous avez bien distingué, il y a cette phase d'abord d'urgence, ensuite une phase diagnostique proprement dit. D'un autre côté, on est sur un dossier sur lequel il y a considérablement plus de personnes déployées. Là, pour revenir à la remarque que faisait le président Longuet il y a quelques instants, ici c'était 10 années de diagnostic, mais ici il y a il va y avoir une intensité de moyens déployés qui sera considérable. En fait, Notre-Dame c'est un grand chantier, c'est un vaste chantier,
Mais je pense que les problématiques vont être serrées assez rapidement. Donc il y a des problèmes de pierre, de résistance de la pierre, ce sont des problèmes qu'on connaît et qu'on a l'habitude de traiter. Il y a un certain nombre de problèmes d'entretien qui vont devoir être pris en compte, notamment comme les vitraux. La plupart des vitraux ne sont pas dégradés. Les seuls vitraux qui ont disparu sont ceux qui étaient au contact de la toiture, donc ceux des pignons, mais les autres ne sont pas dégradés. Ils ont simplement souffert du vieillissement récent, de la pollution, etc. Et donc ces vitraux-là ont été déposés. Il faudra les dépolluer parce qu'il y a du plomb. Il y a du plomb parce que ce sont des vitraux, mais il y a du plomb parce qu'il y a eu cette pollution. Il faudra évidemment les restaurer. La charpente, ça va être un problème de reconstruction, effectivement, avec toute la part de définition du projet. Mais déjà, les premières discussions qui ont lieu avec les ingénieurs montrent que l'usage du bois est probablement la bonne solution pour la souplesse, pour la relative légèreté du matériau finalement. Et on sait aussi par un certain nombre de contributions récentes que trouver les bois pour reconstruire la charpente, ça n'est pas un problème et ça ne sera pas un problème écologique non plus par rapport au gisement de ressources que constituent les forêts françaises. Donc, évidemment, il va y avoir un projet. Aujourd'hui, on connaît absolument la charpente existante. Il y aura forcément un débat et on ne pourra pas éviter ce débat sur le projet, vers quoi aller. Mais a priori, tout permet de considérer qu'on peut reconstruire la charpente telle qu'elle était, où elle était, comme le disait Jean-François Lagneau, pour reprendre la formule italienne qui avait été utilisée pour le campanile de Saint-Marc de Venise après son effondrement. Donc aujourd'hui, ça va être la question, l'une des questions techniques. Mais le problème face auquel on est, c'est un problème multiplié par 20, 50 ou 100 que l'on retrouve dans beaucoup d'autres édifices sur lesquels nous travaillons. Et c'est essentiellement la dimension de l'édifice qui, d'une certaine manière, va être la grande difficulté. Il faudra après faire valider les choix de restauration. C'est évidemment les projets, les propositions de restauration. Ce choix sera évidemment un choix collégial, et d'autant plus qu'on est à Notre-Dame, donc ça dépasse évidemment le cercle qui est souvent un peu plus réduit des édifices qui pourtant exceptionnels sur lesquels nous sommes amenés à travailler normalement. Mais enfin voilà. Donc je pense que ce n'est pas en soi quelque chose d'épouvantablement complexe. Par contre, il y a évidemment un lieu d'acquisition de connaissances formidable qui est lié à cet état de l'édifice actuellement. Et cette acquisition de connaissances, elle doit se faire maintenant dans la méthodologie d'inventaire, de classification des éléments qui sont issus de ce désastre. Voilà. Merci Pascal Brunet. Alors donc, je propose que nous restions sur le terrain des matériaux et de l'aspect connaissance scientifique. Monsieur Philippe Dielman, peut-être pour ouvrir. Merci Monsieur le Président. Je pense que le choix est effectivement très judicieux parce que cette intervention que nous allons faire à deux voix avec ma collègue Martine Régert, qui se veut porter sur les enjeux scientifiques de la recherche, se place tout à fait dans la suite des interventions, notamment de Madame Ullmann et puis de celle de Monsieur Prunet qui vient d'avoir lieu. Le but ici est de vous exposer un peu les potentialités interdisciplinaires de cette recherche et d'identifier les actions que peut mener le CNRS, et encore une fois en collaboration étroite avec les institutions que l'on a citées jusqu'à maintenant, du ministère de la Culture ou d'autres entités comme l'Association des scientifiques pour la restauration de Notre-Dame. Et effectivement, je vais reprendre quelques idées et les développer, et puis je pense qu'on peut voir cette intervention comme un pont entre ce qui vient d'être dit et l'intervention d'Aline Magnien du LRMH, mais également l'ensemble des exemples de la table ronde qui va suivre.
Alors la première idée, et ça a été évoqué, quand on évoque la science au service de la restauration, c'est d'être directement au service des questionnements sur le bâtiment, par rapport à l'état des matériaux, diagnostiquer les pathologies, ça peut être la pierre, ça peut être également le fer, ça a été évoqué. Modéliser le comportement de la structure avant et après l'incendie, ce sont des apports extrêmement importants que peut donner la science, ou le comportement des matériaux anciens, voire nouveaux, en fonction des choix qui seront faits pour le projet architectural. Mais l'idée qu'on voudrait développer ici et sur laquelle on voudrait appuyer, c'est que, et qui a déjà été touché du doigt par certains des échanges, c'est que les connaissances nouvelles peuvent et doivent encore être collectées sur la cathédrale. Alors des connaissances de différents ordres, tout d'abord des données historiques liées à l'archéologie du bâti, et aux matériaux anciens sur la cathédrale 19e, mais on l'a dit, Viollet-le-Duc n'a pas tout effacé, et la cathédrale médiévale peut encore nous parler à travers des informations qui sont lisibles dans les matériaux. Alors dans les matériaux épargnés par l'incendie, mais également ceux qui ont subi les flammes. L'analyse de ces matériaux peut encore aider à révéler certaines informations. Ça peut être des informations sur l'âge de ces matériaux, donc avec le phasage de la construction. Le bois, certes, il est encore possible de lire l'âge des bois sur des bois calcinés, mais on peut citer également les mortiers. On peut dater les différents fers, se posent des questionnements sur l'usage du fer à travers les vicissitudes du bâtiment. On peut s'intéresser aux gestes techniques encore de mise en forme des anciens artisans, qu'il est encore possible de lire par certains moyens dans la pierre, dans le bois, ou même à la provenance de ces matériaux, puisque les analyses chimiques et isotopiques, qui sont des véritables empreintes digitales, on parlait d'enquête de la police scientifique tout à l'heure, on mène également nos enquêtes, des empreintes digitales sur la provenance de ces matériaux. Un autre point important, au-delà des approches historiques, est lié aux recherches environnementales. Alors, recherche environnementale qui concerne nos environnements actuels, il faudra pister la signature isotopique de ce plomb dans les prélèvements d'air et d'eau qui ont été faits après l'incendie dans la capitale, mais également information environnementale pour d'autres époques, puisqu'il est possible, à travers, là encore, l'analyse de certains isotopes, je vous passe les détails, l'oxygène 18 dans les bois de la charpente, d'obtenir des informations cruciales sur le climat aux périodes médiévales. Un point également important qu'on voudrait souligner, ce sont les approches liées aux données numériques, au sens large. Données numériques qui concernent alors à la fois la modélisation 3D de la cathédrale, mais également le stockage et la centralisation de toutes les données scientifiques qui ont déjà été produites ou qui seront produites et qu'on peut mettre en lien avec ces données numériques. Alors c'est un sujet transversal, extrêmement complexe, avec des enjeux internationaux de propriété de données, par exemple, que Livio De Luca développera dans la seconde partie de la table ronde. Et enfin, je terminerai ce panorama très rapide et pas non plus exhaustif sur l'apport des sciences sociales. Effectivement, l'émotion patrimoniale qu'a suscité l'incendie, mais également les réactions de la société sous différentes facettes, culturelles, politiques, etc., peuvent être étudiées par la sociologie, par l'anthropologie, voire la linguistique, et ça fait partie du bien total que représente Notre-Dame et qui a été évoqué précédemment. Alors on voit ici que l'enjeu de ces connaissances nouvelles est énorme. Mieux connaître la cathédrale pour mieux la restaurer au sens de la large et stratégique, au sens de la charte de Venise, mais également on peut imaginer qu'on va dépasser le cadre du drame, puisque ces connaissances acquises et ces méthodologies pourront servir à d'autres monuments du patrimoine français, gothique ou non. Je vais demander au Père Combeau de bien vouloir intervenir sur ce qu'il... Comme ça, il verra mieux ce qu'il a envie de dire. Je rappelle que vous êtes ancien élève de l'École nationale des chartes, indépendamment de votre engagement religieux. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, je vais revêtir, durant ce petit exposé, deux casquettes simultanées. L'une qui est celle de l'historien. L'histoire est une science molle, mais une science néanmoins, et celle du prêtre, c'est-à-dire de l'usager de l'édifice sacré. Puisqu'il s'agit ici, comme le disait si justement Madame Ullmann, de bien faire les études préalables afin de bien mener le chantier, il est un élément que l'on oublie assez fréquemment dans l'approche d'un monument historique, je parle d'un oubli grand public, d'un oubli médiatique, qui est celui de ces différents états, et donc de son histoire. Vous aurez constaté
notamment à entendre tous les spécialistes qui viennent de parler, l'extrême précision que nous savons apporter à l'étude du matériau, de la structure, de la matière, mais que nous avons jusqu'ici très peu abordé la question des différents états historiques de Notre-Dame. L'expression restauration à l'identique, qui est souvent employée dans le débat public, n'a pas de sens, étant donné qu'on ne sait pas à quoi identifier le modèle. Notre-Dame a connu au moins 3 ou 4 états successifs sensiblement différents. L'état, disons, initial, celui qu'on peut considérer comme étant initial au moment de l'achèvement du chantier à la fin du XIIIe siècle, un état Renaissance, un état, disons, Louis XIV, et l'état Viollet-le-Duc. Vous voyez, je suis à 4, et j'en oublie des états intermédiaires, comme l'état d'ailleurs très médiocre des aménagements de la fin du XVIIIe siècle. Ce que nous avons sous les yeux aujourd'hui est un mix des états en question, c'est-à-dire que Viollet-le-Duc a mené un chantier très archéologique, remarquable à bien des égards, quoique comprenant certains choix arbitraires, comme la restitution imaginaire de l'état supposé originel des travées autour de la croisée du transept. Je n'ai pas dit de bêtises jusque-là. La reconstitution de la flèche est effectivement archéologique, mais à partir de documents assez minces. Et par ailleurs, l'aménagement mobilier de l'édifice comprend la clôture du chœur de 1296, les stalles de 1699, des grilles de Viollet-le-Duc, un autel majeur Viollet-le-Duc qui a été habillé puis dépouillé de ses ornements au moment de la réforme liturgique, le vœu de Louis XIII qui n'est pas dans son état originel, la croix du cardinal Lustiger, le défunt autel du cardinal Lustiger, et je pourrais continuer longtemps. Bref, c'est un bric-à-brac. Et c'est un bric-à-brac qui est esthétiquement et liturgiquement contestable, pour ne pas employer l'adjectif que j'ai en tête. L'adjectif, c'est médiocre. Donc, il faut avoir une approche historique assez fine, et à cet égard, la littérature est étonnamment maigre. Étant moi-même spécialiste du XVIIIe siècle, je m'étais intéressé à l'état XVIIIe, donc à l'état cardinal de Noailles, 1700, de Notre-Dame. Il est fort difficile de trouver des représentations précises de ce décor, dont pourtant nous avons aujourd'hui à restaurer une partie majeure qui est ce qui reste des stalles, les 2/3 à peu près, qui restent des grandes stalles. Donc il y a un travail historique fort sérieux à faire, qui n'est pas là un travail sur la matière, mais un travail sur les états successifs. Et ce travail historique doit se doubler de l'apport d'autres sciences, et notamment tout ce qui touche au sens de l'édifice et de ses aménagements. Vous voyez que je suis en train de glisser vers la seconde partie de mon exposé. Je n'aurais rien à dire, par exemple, sur la charpente. La charpente n'a pas de sens particulier. Une charpente est destinée à couvrir, ses proportions je pense, seront reproduites, quel que soit le choix de la technique de sa reconstruction. En revanche, il y a beaucoup à dire sur le sens des aménagements intérieurs, du mobilier, des circulations de cet édifice. Or ici, nous sommes face à, je ne sais pas comment dire, un gruyère intellectuel. C'est-à-dire quelque chose de fort intéressant, mais plein de trous. Plein de trous du côté de la puissance publique. Celle-ci, en général, n'entend pas particulièrement s'intéresser au sens, et particulièrement au sens des usages actuels. Pour le dire dans un langage plus simple, je pense que la question de l'autel ou du siège de l'évêque ou de l'emplacement des chanoines est totalement indifférente à tous les acteurs qui représentent la puissance publique. Alors, vous enlèverez l'adjectif, l'adverbe totalement qui... Excusez-moi, Monsieur le Président. Mais peut-être. Mais c'est ennuyeux parce que ça conduit à des dialogues de sourds. Mais du côté du clergé affectataire, eh bien, il y a beaucoup de trous aussi. Par exemple, l'autel qui a été détruit, c'est la seule pièce de mobilier importante qui a été détruite. C'est la pièce la plus récente. Donc c'est un autel qui datait du cardinal Lustiger. Cet autel avait des qualités esthétiques certaines, c'est une œuvre de Gucci. Mais il avait aussi de gros défauts. Il y avait des défauts esthétiques, il était trop petit, et par conséquent, il ne produisait absolument aucun effet pour le spectateur
qu'ils soient touristes ou fidèles, qui regardaient en direction du chœur. Or, dans la conception catholique qui a présidé à la construction de l'édifice et à son usage actuel, le véritable foyer du regard est l'autel. Donc ce bloc de pierre, revêtu ou non, qui se trouve quelque part vers le fond. Je dis quelque part vers le fond car l'emplacement de l'autel majeur de Notre-Dame a beaucoup bougé. Il avait aussi un défaut purement liturgique, le même, il était trop petit. Or, les messes du mercredi et du jeudi saint associent un très grand nombre de prêtres et font qu'il y a sur l'autel un très grand nombre de coupes et de ciboires. Le siège du président, les sièges des assistants, les stalles, l'emplacement des chanoines, l'emplacement de la scola, c'est-à-dire du chœur liturgique, la sonorisation, l'éclairage, la circulation des touristes, la sécurisation de la circulation en question, la mise en valeur des chapelles latérales. Tout cela était très défectueux. La dernière fois que je suis allé à Notre-Dame avant ce malheureux incendie, j'ai dû chercher le tombeau du maréchal d'Harcourt derrière une pile de chaises entassées jusqu'à la hauteur d'un immeuble moyen. Alors, c'est un chef-d'œuvre de Pigalle, il est classé jusqu'aux oreilles, chers amis, et sa visibilité était exactement nulle. Sans compter que les chaises sont hautement inflammables. Bon, elles ne l'ont pas brûlé. Pourquoi je dis ça? Eh bien, je dis ça parce qu'il me semble que le travail qui a déjà commencé et que vos assemblées accompagnent, ce travail ne doit pas être celui d'un retour à un état initial qui n'existe pas, mais celui d'une évolution vers un 4e ou 5e état de Notre-Dame. Des questions se posent à nous qui ne se sont apparemment jamais posées. Je viens d'évoquer des questions qui se posent mais qui ne sont pas très bien traitées, mon fameux gruyère, mais il est d'autres questions. En réalité, très peu d'édifices de cet âge et de cette importance sont à l'abri des incendies, des fissurations et des effondrements éventuels. Et j'ajoute qu'ils ne l'ont jamais été. Ces édifices ne sont pas adaptés au tourisme de masse. J'ajoute qu'ils n'ont jamais été adaptés à un usage de masse, bien qu'ils eussent été construits pour cela. C'est-à-dire, Notre-Dame a toujours souffert de l'excès de visiteurs, de fidèles, de pèlerins. Dès son achèvement, sa dégradation a été extrêmement rapide. Notre-Dame a toujours été ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire un édifice sale, encrassé. Les œuvres ont toujours été ce qu'elles sont aujourd'hui, c'est-à-dire mal mises en valeur et mal considérées, par évolution du goût ou par désuétude, notamment par désuétude de l'usage cultuel, c'est-à-dire, de même qu'aujourd'hui on n'utilise plus du tout les autels latéraux, de même il y a eu plusieurs phases dans l'histoire de l'Église où un mobilier mis en place a cessé d'être employé. C'est ainsi qu'a disparu le grand jubé de Notre-Dame au XVIIe siècle. Donc, aller vers une Notre-Dame 4 ou 5, pleinement, je ne dirais pas adaptée, mais pleinement mise au service des usages. Le grand tourisme, la visite plus pointue, plus patrimoniale, la prière personnelle, le culte collectif, les grandes et petites célébrations. Et plutôt que de retourner à un état identique, encore une fois imaginaire et insatisfaisant, essayer d'aller enfin vers un état nouveau qui nous sorte du cycle récurrent des restaurations en catastrophe de Notre-Dame de Paris. Eh bien, ouvrons et donnons la parole à nos collègues. Pierre Ouzoulias, sénateur des Hauts-de-Seine, mais corrézien de cœur. Alors j'ajoute deux détails que vous ignorez peut-être, Monsieur le Président, c'est que je suis conservateur du patrimoine ancien et que j'ai travaillé au service de l'archéologie de la DRAC Île-de-France avant d'être chercheur. Et en même temps révolutionnaire. Ça, c'est vous qui le dites. Et archéologue, et je travaille dans la même équipe à Nanterre que M. Lhuillier, que j'ai plaisir à saluer. J'ai été bouleversé par ce que vous venez de
de nous dire, parce que je le dis, mais le président l'a dit de façon presque cachée, je suis athée, mais néanmoins, dans ma carrière d'archéologue, j'ai toujours étudié avec attention et intérêt les relations qui peuvent exister entre l'organisation du culte et l'organisation de l'espace. C'est des choses absolument fondamentales. Et moi, j'avais appréhendé ce problème de fond, à la fois d'une archéologie de l'espace, mais d'une archéologie liturgique aussi, qui est fondamentale, sur le monastère de Khalat Seman en Syrie, où on voit que le martyrium est tout entier organisé autour de la colonne de Saint-Siméon. Et si on ne comprend pas le culte qui était rendu à Saint-Siméon, on ne comprend pas l'organisation architecturale du bâtiment. Donc toute la difficulté de ce chantier, vous l'avez dit très justement, Monsieur le Président, c'est qu'il faut essayer de comprendre toute cette sédimentation à la fois temporelle et de sens. Et c'est extraordinairement complexe et ça nous demandera une infinie humilité et beaucoup de temps. À ce sujet, merci Monsieur le Sénateur. Je vous en prie. À ce sujet, il est important de prendre en compte le fait que le culte catholique a été bouleversé depuis les années 60, que nos rites sont sensiblement différents et que le sens que nous accordons aux objets et aux édifices n'est plus tout à fait le même. Or, il sera difficile, je pense aux spécialistes, et notamment aux architectes, d'obtenir de la part du clergé affectataire un discours unique et cohérent sur le sens nouveau, la liturgie nouvelle, les besoins nouveaux. Ma métaphore du gruyère revient. Vous comprenez sans doute, surtout pour ceux d'entre vous qui sont élus locaux et qui dialoguent avec les instances cultuelles de leur circonscription, qu'en réalité, il y a beaucoup de fragilité de notre côté, beaucoup d'incertitudes, de débats et de questions non résolues. Autrement dit, il va falloir faire travailler les curés. Bien, Là, je vous laisse la responsabilité de l'injonction. Je ne me permettrai pas d'intervenir dans ce domaine. Non, travailler les curés pour vous, pour savoir ce qu'on fait. Oui. Donc juste un tout petit point, je vais être bref, je vais être très bref. Sur le point de vue parlementaire, je le dis sans aucune volonté de polémique, je regrette que nous ayons au Sénat à discuter d'un projet de loi sur Notre-Dame lundi, sans avoir laissé tout le temps à ce dialogue qui est absolument essentiel. Et je pense qu'on aurait pu, sur un édifice comme ça, compte tenu des responsabilités que nous avons par rapport aux usagers, par rapport à l'émotion internationale qui a eu, prendre le temps d'une concertation et pas aborder dans l'extrême urgence. Et je crains malheureusement que le projet de loi qu'on va nous présenter, qui est technique, va nous obliger à aborder un certain nombre de questions dont on a vu ici qu'elles pouvaient être extrêmement complexes. Et donc il va falloir laisser le temps à tout ça. Juste un petit point, là je peux peut-être reprendre ma casquette d'archéologue. Vous avez montré de façon très très juste dans vos interventions qu'il y a à la fois de la recherche qui est nécessitée par le chantier de restauration lui-même, qui est une recherche complexe mais que vous maîtrisez. Et je tiens à saluer vraiment l'exceptionnelle richesse des services du ministère de la Culture. C'est prodigieux de voir qu'en aussi peu de temps, on ait réuni autant de compétences qui permettent de nous éclairer de façon aussi forte. Et deuxièmement, on l'a bien vu, notamment quand vous évoquiez le problème des poutres, on a besoin d'un grand programme de recherche parce que Notre-Dame est aussi un objet de recherche en soi, un objet de recherche patrimoniale et archéologique. Et pour nous, parlementaires, dans notre relation avec l'exécutif et le ministère de la Culture, il va falloir trouver des formes d'interaction entre ce qui est nécessité, ce qui est rendu nécessaire par le chantier de restauration, et ensuite ce qui est rendu nécessaire par le travail de compréhension et de restitution
pédagogique de ce que nous allons apprendre sur le bâtiment auprès du grand public. Donc il ne faudra pas tout demander au futur établissement public qui va se charger de la reconstruction, mais il y a un travail d'accompagnement qui est essentiel et sur lequel, en tant que parlementaire ici de la Commission de la Culture du Sénat, je veillerai vraiment à ce qu'il soit conforme à ce que nous voulons de ce chantier qui doit être exemplaire. Des chantiers comme ça, on n'en fait pas souvent, il y en aura un par siècle. Il ne faut pas passer à côté de cette opportunité. Les générations prochaines, nous le reprochons comme d'autres. Alors je finirai juste sur un petit point, une petite pirouette. Quand l'hôtel, quand le vœu de Louis XIII a été édifié, il y a des travaux qui ont été réalisés. C'est quasiment les grandes dernières fouilles qui ont été réalisées à Notre-Dame. C'est en 1713 ou 1711 de mémoire. Et c'est là qu'on a trouvé le pilier des Nautes, c'est-à-dire le plus ancien monument gallo-romain de Paris, qui est du 1er siècle après Jésus-Christ, qui est exposé à côté dans les thermes de Cluny. Donc il y a Notre-Dame, mais il y a aussi l'histoire du lieu, qui a une extension chronologique encore plus vaste, et je pense que ça serait intéressant aussi d'essayer de faire comprendre au public qu'on est là face à un continuum historique et patrimonial tout à fait exemplaire. Voilà, j'en ai fini. Jérôme, et ensuite Antoinette. Merci, Monsieur le Président. L'intervention du Père Combeau m'a fait penser à une réunion que j'ai tenue dans cette salle il n'y a pas longtemps, à la demande de gestionnaires de grands sites, du Conservatoire du Littoral, des parcs nationaux, sur l'hyperfréquentation des sites monumentaux, touristiques et culturels, monumentaux naturels et culturels, pardon. C'est une vraie interrogation à laquelle on ne peut pas échapper, y compris dans la reconstruction de Notre-Dame et sur tous ses usages. La reconstruction, c'est clair que la sécurité prime, que l'esprit des lieux, etc. Mais l'idée dont on parle fréquemment de 100 millions de touristes en France chaque année, la gestion de ces flux devient démente au point qu'elle met en cause la sécurité, qu'elle met en cause l'intérêt de la visite, etc. Alors, a fortiori, dans des établissements qui ont une dimension cultuelle qui est, quelles que soient les convictions des uns et des autres, respectable et doit être respectée parce qu'elle fait partie évidemment de l'esprit des lieux. Et c'est quelque chose qui est extrêmement interpellant. Et il va falloir, on est en train de réfléchir à un texte pour provoquer une réflexion de l'État plus approfondie qu'elle ne l'est actuellement sur ces sujets. Mais on ne résoudra pas tous ces problèmes. Et je pense que c'est vraiment un sujet qu'il faut intégrer à la réflexion. C'est plus dans une phase... c'est quand on aura refait l'essentiel du bâtiment, notamment les circulations, la capacité d'absorption des bâtiments, mais c'est un problème sur lequel on peut réfléchir globalement, parce que dans un pays qui a un vrai attrait touristique, notamment avec des monuments historiques extraordinaires, cultuels principalement, mais autres également, c'est une vraie réflexion sur laquelle on ne peut pas échapper à une réflexion solide au risque de mettre en cause. Je vois que le président d'ICOMOS est parmi nous. Bon, voilà, c'est un sujet qui intéresse évidemment tous ceux qui s'intéressent de près aux grands sites de France et du monde. Merci de cette approche. C'est une observation pertinente, mais je ne suis pas sûr que la réponse appartienne à notre table ronde de ce matin, mais c'est une préoccupation qui est unanimement partagée. Antoine. Oui, je voudrais également m'adresser au Père Combeau. À l'Assemblée nationale, nous avons déjà eu le débat sur le projet de loi concernant Notre-Dame. Évidemment, le thème du dialogue entre les autorités publiques et religieuses a eu un certain succès dans les discussions, et ça ne me laisse pas de m'étonner depuis des années d'ailleurs que cette thématique de la laïcité fasse polémique. Moi qui suis alsacien, ça me surprend toujours un peu, j'ai un point de vue un peu différent. Et nous n'avons malheureusement pas pu entendre le point de vue du clergé dans le débat de l'Assemblée nationale, donc je voudrais vous poser très directement la question, quel est le point de vue du clergé sur cet indispensable dialogue entre pouvoir public et autorité religieuse? Ce point de vue est... Identifié, je vous donne la parole immédiatement. Alors oui, je vous remercie.
L'attitude du clergé, elle est embarrassée. Et elle est embarrassée pour les raisons suivantes. La situation de notre pays quant aux relations entre la puissance publique et les cultes est à la fois très contraignante et très bonne. Et nous profitons, le clergé catholique profite très largement du cadre législatif qui remonte pour l'essentiel à la loi de 1905 et aux lois subséquentes, et en même temps, il subit des contraintes contre lesquelles il ne manque pas de grogner chaque matin. Alors, dans le cas très particulier de Notre-Dame, je crois que les dysfonctionnements que l'on pouvait constater ces dernières décennies remontent peut-être à l'inadaptation du cadre législatif et réglementaire à un lieu de culte de cette nature. Autrement dit, la relation entre le curé nommé par l'évêque dans une église paroissiale et le maire de la commune est généralement une relation plutôt simple. Ça peut frotter, mais ce sont des questions humaines, ce ne sont pas des questions institutionnelles. En revanche, dans une cathédrale, tenue par l'État qui est maître d'ouvrage, mais qui est maître d'ouvrage par le biais de différentes institutions étatiques. Ça sera les Bâtiments de France, ce sera M. Villeneuve comme architecte en chef des bâtiments historiques, etc. Et d'un autre côté, l'évêque a fait que de très nombreux blocages ont été constatés pour à peu près tout. C'est-à-dire, quels sont les espaces auxquels nous avons accès ? Quand puis-je célébrer le culte? Quand puis-je ouvrir ou fermer la cathédrale? Est-ce que j'ai simplement le pouvoir d'ouvrir la cathédrale en dehors des heures de travail des fonctionnaires de l'État ou assimilés qui servent de portier? Comment puis-je donner du sens à la visite d'un visiteur sans transformer mon édifice en hall de gare? Ce qui en fait était le cas, puisque les visites étaient annoncées toutes les 5 minutes au micro, dans toutes les langues. Donc vous étiez à Roissy, quoi. On a parlé de médiateur tout à l'heure, on pourrait parler aussi d'interprétation. Comment faire interpréter le lieu, sachant que l'Église considère que ce n'est pas son boulot, parce que les chrétiens qui viennent dans une cathédrale sont supposés savoir, ce qui n'est pas vrai du reste. Vous voyez ? Et donc on est embarrassé, on est aidé, on est porté, on est protégé, on est financé, puisque l'État prend à charge le clos et le couvert, c'est un énorme sacrifice. Et en même temps, on est contraint par des règlements qui nous échappent, par le temps. Quand on voudrait nettoyer l'édifice, c'est pas possible. Quand on voudrait aménager, c'est pas possible. Quand on veut commander du mobilier, ça devient compliqué. Alors qu'on a besoin, nous, de renouveler le mobilier. Et en plus, on est, je l'ai dit tout à l'heure, des partenaires qui, techniquement, ne sont pas excellents. Parce que nous ne savons pas toujours exactement ce que nous voulons. Soit nous demandons des choses qui ne sont pas possibles, trop chères, ou bien en dehors du cadre légal, soit nous demandons des choses qui sont floues. Je voudrais refaire mon église pour l'adapter aux règles actuelles du culte. Certes, mais que demandez-vous précisément? Quelque chose qui soit joli et commode. Alors, si en face, votre conservateur, votre architecte n'a pas vraiment une idée précise de ce que c'est que la messe, le dialogue va évidemment être peu fructueux. Voilà. Monsieur le vice-président, mesdames et messieurs les parlementaires, l'incendie de Notre-Dame, l'émotion qu'il a suscité et le déferlement médiatique qui s'en est suivi a incité un groupe de scientifiques, 6 à l'origine, à créer une association. Leur motivation était multiple. Conscients que la connaissance d'un édifice est un élément essentiel de son sauvetage et de sa restauration, ils avaient la volonté de transmettre au plus vite aux autorités les études inédites, c'est-à-dire déjà réalisées mais non encore publiées, dont seul le monde académique avait eu vent. Au soir du 15 avril, une thèse monographique était en voie d'achèvement. Une autre, fraîchement soutenue, consacrée aux sources iconographiques documentant Paris, n'avait pas fait l'objet de nombreux articles. Une étude scanographique des transepts devait être publiée en juillet, et un manuscrit d'un ouvrage documentant le chantier de Viollet-le-Duc était en cours de relecture. Ces travaux pouvaient être déterminants pour le chantier. Il faut par ailleurs avoir conscience que les scientifiques œuvrant dans le domaine patrimonial, viennent des horizons les plus divers, qu'ils produisent un grand nombre de données conservées, souvent de manière disséminée. Les récoller est l'une des missions des minutieuses études préalables réalisées, en principe, avant toute restauration. L'urgence de la catastrophe imposait de multiplier les bonnes volontés,
et les appels à la générosité intellectuelle pour soutenir les acteurs de terrain. Il fallait en clair largement solliciter le monde scientifique et de facto en connaître les membres. Les ondes ont par ailleurs été rapidement saturées des propos de prétendus spécialistes qui affirmaient de pures inepties. Ainsi entendait-on que des chênes vieux de 400 ans au moment de leur abattage avaient servi pour la construction de la charpente, que plus une forêt française ne possédait d'arbres d'une telle qualité, que la flèche de Viollet-le-Duc était en métal et qu'elle était une pure invention, ou bien encore qu'une charpente en chêne ne pouvait pas brûler. Ces assertions auraient été comiques s'il n'avait pas eu les effets délétères de façonner l'opinion publique, de semer le doute dans son esprit sur la qualité des services de l'État et d'influencer les décisions de ses représentants. Il était donc urgent de fournir une information fiable, produite par de véritables spécialistes, et la mettre à disposition de la presse. Le patrimoine est en effet un monde à part entière extrêmement mal connu de ceux qui n'y travaillent pas, et la diversité des scientifiques qui y gravitent est aussi riche que déconcertante. C'est un dédale pour qui souhaite s'y repérer, mais qui ne possède pas de guide. Dès sa création, l'association avait en somme pour mission la transmission des informations, leur vulgarisation et la mise en relation des personnes. Les scientifiques du patrimoine, conscients de l'extrême utilité de ces missions, ont adhéré en nombre à notre association compte aujourd'hui plus de 200 membres du monde entier. Leurs motivations se sont matérialisées en actions concrètes. Riche de cette réunion de compétences, issue de dizaines de disciplines différentes, l'association publie des fiches, une soixantaine à l'heure où je vous parle, à destination d'un large public sur son site internet. Les explications données ne dépassent jamais une trentaine de lignes. Chaque fiche est signée d'un auteur. Il joint 2 références bibliographiques et n'y développe qu'une idée. Le langage utilisé est choisi pour être accessible au plus grand nombre. Ces textes sont rédigés dans l'esprit des résumés des rapports scientifiques vulgarisés destinés aux élus amenés à trancher une question. Elles abordent des thèmes très variés. En voici quelques exemples. Une fiche dont l'auteur est Étienne Hamon est consacrée à un rapport d'expertise tenu en 1526. Notre-Dame y est décrite en des termes inquiétants. Nombre de ses organes sont délabrés. La liste dressée par les professionnels d'alors correspond assez à celle des éléments qu'il était prévu de restaurer avant le 15 avril. Et pourtant, la cathédrale est restée exempte de tous travaux d'envergure avant le milieu du XIXe siècle, soit durant presque 300 ans. Cela prouve que, contrairement à ce que laissait supposer la presse quelques jours après la catastrophe, il n'y a pas de lien évident entre l'état sanitaire de l'édifice avant le 15 avril et l'incendie. Une autre révèle l'existence probable de fondations anciennes pouvant servir au chantier de restauration. D'autres encore rappellent que nos monuments sont victimes d'incendies et elles décrivent les méthodes alors suivies par les services du ministère de l'Agriculture pour rendre leur intégrité aux monuments. Ce sont autant d'expériences susceptibles de nous guider dans la situation actuelle. Certaines présentent enfin les apports de telle ou telle méthode d'investigation, généralement très récentes. Les sciences du patrimoine sont, contrairement à ce que l'on pourrait penser, pour la plupart relativement jeunes. Nul ne peut les maîtriser, ni même les connaître toutes. Seul un rassemblement de compétences permet de toutes les embrasser. Le site abrite aussi des études plus détaillées de spécialistes démontrant qu'a priori, c'est-à-dire tant que l'on ignore les nouvelles capacités de Notre-Dame, rien n'interdit d'opter dans la restauration pour une charpente en bois, en béton ou en acier. Des spécialistes ont rappelé que le choix du béton s'était imposé dans la France de l'après-Première Guerre mondiale uniquement à cause de la pénurie de bois d'alors. Des historiens ont mis en lumière que les architectes tels Viollet-le-Duc, fervents défenseurs du progrès, avaient toujours considéré que retenir tel ou tel matériau relevait d'un choix d'espèce, non d'une quelconque doctrine. La seconde mission de l'association est la mise en relation des acteurs avec des scientifiques adaptés à leur questionnement. Pour cela, la culture pluridisciplinaire des personnes qui la gèrent au quotidien est une véritable valeur ajoutée. Elle leur permet de contacter rapidement l'interlocuteur approprié pour un journaliste souhaitant développer un sujet, fournir des renseignements aux élus qui en ont besoin ou aux acteurs du chantier. Nous avons transmis par exemple une note de Georges Lambert, qui avait réalisé l'étude dendrochronologique de la charpente de Notre-Dame dans les années 90, aux architectes en chef des monuments historiques. Celui-ci a repris ses calculs, affiné ses données, fourni de nouvelles datations et donné un certain nombre d'indications pour la collecte de nouveaux échantillons.
La troisième action concrète de l'association, l'une des plus importantes et à vrai dire non envisagée à l'origine, a été de fournir une fabuleuse plateforme de discussions et d'échanges entre scientifiques de diverses disciplines qui, pour beaucoup d'entre eux, ne se connaissaient pas il y a un mois. Chaque nouveau membre présente dans un courriel collectif les compétences qu'il a su développer et ce qu'il peut apporter à la restauration. Ces messages fonctionnent comme de véritables réservoirs d'idées desquels émergent rapidement et avec une aisance déconcertante des programmes de collaboration entre scientifiques. Lorsque le temps de la mise en sécurité de l'édifice sera réalisé, ces scientifiques auront pour vocation de devenir, eux aussi, des acteurs du chantier, en coordination avec le laboratoire du ministère de la Culture et le soutien du CNRS. Je vous remercie. Monsieur Deluca. Merci beaucoup. Je vais quand même parler en français, hein. Je vous rassure. Permettez-moi de commencer mon intervention en citant la dernière phrase d'une tribune qui a été publiée dans La Vie il y a juste quelques jours, dont vous êtes qu'auteur, Monsieur le Président. Nous croyons que, comme les grandes évolutions des technologies numériques, Notre-Dame de Paris est un trésor commun qui mérite le regard de tous. Et je n'ai pas trouvé de meilleure phrase pour introduire mon intervention sur les apports des sciences et des technologies du numérique pour la restauration de la cathédrale. Et je vais tout d'abord parler de ce que le numérique a déjà fait pour Notre-Dame de Paris. Parce que ça fait plus d'une trentaine d'années que la recherche dans ce secteur n'a pas cessé de faire évoluer les instruments et les méthodes de la documentation du patrimoine. Et quelques jours après l'incendie, on a tous découvert par les médias que la cathédrale avait fait l'objet d'un nombre considérable de numérisation, de modélisation 3D. Bon, tout d'abord, les passionnés des jeux vidéo ont immédiatement reconnu les images de Assassin's Creed, de Ubisoft, qui passaient à la télé. Ensuite, on a découvert les dossiers de la National Geographic autour du travail de relevé laser conduit par le professeur Talon de Vassar College. Dans les jours suivants, on a vu plusieurs initiatives se monter, dont la dernière a été annoncée il y a quelques jours par Microsoft et l'entreprise Iconem pour la collecte participative de millions d'images pour élaborer des modèles 3D à travers d'approches de vision artificielle. Dans les dernières années, la cathédrale a également fait l'objet de plusieurs campagnes de relevé 3D par lasergrammétrie, par photogrammétrie, à l'occasion des travaux de diagnostic, des restaurations. Et parmi ces travaux, il y a un dossier remarquable qui a été déjà mentionné par M. Prunet, réalisé par l'entreprise Art Graphique et Patrimoine, qui est composé de plusieurs dizaines de milliards de coordonnées 3D et des photographies très haute résolution, reproduisant la cathédrale dans son ensemble avant et après l'incendie, et surtout en intégrant la numérisation 3D complète de la charpente et des parties de l'édifice qui ont été détruites. Ce sont plutôt des bonnes nouvelles, je dirais des très bonnes nouvelles, surtout parce que toutes ces données sont susceptibles d'être mises au service de l'étude scientifique et du chantier de restauration. Alors, Microsoft et Iconem ont annoncé qu'ils mettront les modèles 3D en accès libre, aussi en coopération avec des partenaires scientifiques comme l'INRIA, comme la TGIR Humanum du CNRS, via Archeovision et les consortiums 3D SHS, qui a un rôle de conservatoire des données et un rôle aussi de pérenniser ces données. Art Graphique et Patrimoine s'est rapproché du ministère de la Culture et du CNRS pour établir une convention pour la mise à disposition de ces données pour des usages scientifiques et notamment la numérisation 3D de la forêt avant l'incendie. Je pense que d'autres initiatives viendront petit à petit pour conforter ce qui est considéré comme un enjeu collectif de réunion de toute la documentation disponible. Alors, vous aurez bien compris qu'il s'agit d'un ensemble de données de nature assez différentes, car produites dans des contextes différents. On va relever par scanner laser 3D des résolutions millimétriques qui sont réalisées par des façons rigoureuses, à quelques mètres des surfaces, jusqu'aux photographies des touristes, prises à des centaines de mètres de la cathédrale.
Bien sûr, en fonction de la nature, du type d'information qu'elle véhicule, de la qualité métrique de ces données pourront être exploitées pour aborder des questions plus ou moins complexes. Par exemple, les données qui sont recueillies par des approches participatives pourraient permettre de reconstruire, par un cumul des points de vue différents, une belle extension spatiale et également temporelle, en restituant une information géométrique et visuelle appropriée pour élaborer des hypothèses historiques, par exemple, ou représenter les transformations de l'édifice dans les temps, à l'échelle de l'architecture, comme également à l'échelle du contexte urbain. Tandis que toutes les données provenantes des campagnes de numérisation 3D, par lasergrammétrie, par photogrammétrie, pourraient être exploitées pour élaborer des cartographies des figures d'altération, pour l'analyse des techniques de construction, pour l'analyse des matériaux, ainsi que pour la modélisation du comportement mécanique des structures, ou encore pour les comportements acoustiques des espaces. C'était une question et il y a une action qui se monte au CNRS dans ce sens. Quoi qu'il en soit, et quel que soit l'usage, il faut comprendre que cette masse de données 3D doit être transformée en un enjeu de représentation intelligible. C'est-à-dire en un système de représentation qui naît de la confrontation entre des simples coordonnées dans l'espace ou des simples pixels dans une image et les connaissances de celui ou de celle qui les interroge, qui les interprète par rapport à un questionnement scientifique ou par rapport à une problématique technique. Alors, on est dans une période où on parle très facilement d'intelligence artificielle. Alors là, la collecte, la comparaison, l'évaluation, la catégorisation, l'exploitation de toutes ces ressources auxquelles s'ajoutent plein d'autres ressources d'égale importance, voire d'importance majeure, est avant tout une histoire d'intelligence humaine. Et notamment dans un domaine comme le patrimoine où, on l'a vu, il y a plusieurs disciplines qui se croisent en continu. Alors c'est alors à l'articulation des multiples acteurs et des données qu'ils produisent dans le cadre des multiples activités que l'on doit inscrire le rôle du numérique aujourd'hui. Et non pas seulement dans la possibilité de produire des images en 3D. C'est bien sur cette articulation que les enjeux scientifiques et technologiques se trouvent aujourd'hui. En effet, si on voulait aller plus loin, il s'agirait de considérer non pas seulement l'élaboration d'un modèle 3D représentant Notre-Dame à un instant donné de son histoire ou à plusieurs instants de son histoire, mais de l'élaboration d'un double numérique. Une sorte d'écosystème qui soit capable d'évoluer au fur et à mesure que les études avancent, en centralisant progressivement les données, les informations, les connaissances produites par les scientifiques et les professionnels impliqués dans les chantiers. Il s'agit d'un projet ambitieux, que, via la task force du CNRS, on voudrait monter avec les soutiens du CNRS, avec les soutiens du ministère de la Culture et de ses laboratoires, qui s'inscrit dans la continuité des dernières avancées technologiques et scientifiques et technologiques de mon laboratoire de recherche, le MAP, et qui pourrait bénéficier des contributions des groupes de travail thématiques de la task force du CNRS, de l'Association des scientifiques au service de la restauration de Notre-Dame, ainsi que des entreprises qui s'investissent dans l'innovation numérique pour la documentation du patrimoine. Et cet écosystème numérique, c'est-à-dire un système d'information multidimensionnel, pourrait donc jouer le rôle d'interface entre la collecte, l'analyse, la spatialisation de ressources à caractère scientifique et le suivi dans les temps des activités menées dans le chantier, avec des retombées importantes sur la gestion, le partage d'informations entre des multiples acteurs, pour la prise de décision, ainsi que pour la construction d'une sorte de mémoire numérique d'une aventure collective. Je vais conclure en disant que ces projets intègrent aussi et de façon plus intime la construction d'une ambition scientifique sur le long terme qui concerne Notre-Dame, certes, mais qui concerne les objets patrimoniaux et, bien au-delà, les sciences du patrimoine au sens large. En effet,
En utilisant des approches d'apprentissage automatique, alors là, effectivement relevant de l'intelligence artificielle, l'analyse, la corrélation spatiale, temporelle, sémantique de cette masse de données constituées permettrait à terme de mieux étudier l'interaction entre des matériaux et des phénomènes d'altération, ou encore des relations entre les comportements des structures et des techniques de construction. Permettrait aussi d'ancrer davantage la production des connaissances scientifiques sur les patrimoines à l'introduction des dispositifs innovants pour la conservation et le suivi de la restauration. Il s'agit donc d'un écosystème numérique qui devrait bien sûr être ouvert à tous, dans l'esprit de la science ouverte qui est désormais définitivement installée dans nos pratiques de recherche, de partage et de transmission des connaissances. Il s'agit d'un écosystème qui nous permettrait également de mieux étudier cette pluralité des regards qui se mobilisent autour d'un objet patrimonial, c'est-à-dire la manière dont chaque discipline, chaque métier ou encore chaque personne observe et comprend l'objet patrimonial. Ces trésors communs qui méritent bien les regards de tous. Pour que tout ce travail se fasse, toutes ces recherches se fassent, il faut du dialogue, il faut de la concertation, mais il faut aussi le nerf de la guerre, des moyens, du temps qui peut être le temps nécessaire à une bonne réflexion et bonne instruction de dossier, ou le fait qu'il y ait plus de personnes disponibles, de la coordination entre autorités, et tout cela, il le faudra bien sûr. Il faut se donner tous les moyens pour que ce chantier de reconstruction, il soit de restauration, reconstruction, restitution, tout cela à la fois peut-être, Monsieur Lagneau, il soit emblématique et que la réponse soit au niveau de qualité correspondant au niveau d'engagement qu'il y a eu des uns et des autres, avec un tel enthousiasme pour participer, apporté par le monde entier, mais aussi tous les corps de métier, toutes les spécialités. Il faut que la réponse soit à la hauteur. Et prendront part à cet effort les grands organismes de recherche, bien sûr, l'État, bien sûr, les fondations, les collectivités territoriales, comme on l'a bien vu avec votre intervention sur le rôle de la région, Monsieur Bertrand, des régions. La science a donné sans compter, on a vu qu'il y avait des accès prioritaires qui avaient été offerts, des équipes qui s'étaient mobilisées, et il est, selon moi, parfaitement légitime qu'on considère tout cet effort scientifique comme faisant partie intégrante de l'effort de restauration. Et qu'il faudra le garder en tête quand on se demandera quel est le budget de telle et telle reconstruction. C'est pas juste le budget de la construction de la partie architecturale, il y a aussi beaucoup d'efforts qui correspondront au travail de recherche qui a été fait en lien direct ou indirect, selon un périmètre éventuellement à préciser, à travers ce très grand chantier. Et ce sera un grand enjeu de travail en synergie aussi au niveau des moyens. Les retombées sont considérables. Nous avons vu que d'abord, il y a l'enjeu de reconstruire Notre-Dame, mais aussi des enjeux considérables en termes d'acquisition de savoir, aussi bien par rapport au passé que par rapport au futur, des pratiques qui pourront évoluer, des nouvelles procédures qui seront mises en place. Des procédures qui pourront être de l'ordre de la technique, comment mieux éviter un incendie demain, comme vous l'avez expliqué, Monsieur Thibault, comment mettre en place une surveillance des modes d'alerte, des modes de reconstruction aussi efficaces que possible, aussi des bonnes procédures au niveau de l'organisation humaine, si je puis dire. Et je tiens à saluer le travail que vous nous avez décrit, Monsieur Hibert, sur la façon dont les compétences ont été non seulement rassemblées, mais aussi mises en valeur. Rédaction de fiches sur des protocoles standardisés, mise en place de procédures d'urgence, si on veut, pour informer les décideurs et les communicants au mieux par rapport aux enjeux. Je suis certain qu'il y a là des pratiques qui feront école pour le futur dans des situations de crise comme celle-ci. Et puis, bien sûr, tous les enjeux en termes de médiation, de présentation, de motivation. Je repense à la question de ma collègue Anne-Christine Lang. Je suis persuadé, en vous écoutant, que pendant toute la durée des travaux, il y a moyen de mettre en place des institutions, les lieux de médiation
parlant de ce qu'est le chantier, de ce qu'on y fait. Peut-être que ça se fera en réalité virtuelle ou augmentée, avec une façon d'immerger virtuellement le curieux, la curieuse dans ce chantier avec toute sa complexité. Il y a possibilité même d'un espace de culture, médiation scientifique et culturelle dédié, et une possibilité de faire en sorte que la durée de l'immobilisation de Notre-Dame ne soit pas pour autant un moment où on ne parle plus quand on est touriste, quand on est curieux, quand on est étudiant de Notre-Dame, mais où au contraire on a la possibilité de le voir de façon différente, avec des regards croisés, mariant le passé et le futur. Et puis, un enjeu par rapport à nos métiers, certes. Il y a tellement, on en parle régulièrement à l'OPEX, de sujets sur les crises de vocation dans toutes sortes de métiers. Encore tout récemment, le sujet du manque de soudeurs qualifiés s'invitant comme un handicap majeur dans le maintien de la sécurité nucléaire à haut niveau. On voit bien en vous écoutant combien on a besoin de toutes sortes de métiers techniques et de faire leur publicité. J'ai coutume de dire qu'un exposé de vulgarisation scientifique est réussi quand il entremêle 3 fils: l'histoire des humains, l'histoire des idées et des techniques et l'histoire des projets. 3 fils qui se répondent les uns les autres. Et ici, on est sur un exemple où les 3 fils se sont entremêlés naturellement de façon extrêmement forte. On a bien vu que, à travers l'étude Notre-Dame, on arrivait à reconstituer des pratiques humaines du passé. On s'interroge sur les pratiques du présent, les pratiques du futur. Tant et tant de techniques et d'idées sont présentes dans l'analyse et seront mises en œuvre dans la reconstruction. Et c'est un projet emblématique dont je suis persuadé qu'on pourra dire aussi c'est un événement dont on pourra dire plus tard que c'est un événement qui a été refondateur d'un ensemble de savoirs et de pratiques. On sait qu'au niveau de la coordination européenne du patrimoine, il y a déjà eu un impact avec des coordinations entre tous les ministères de la culture en Europe. Et je suis persuadé que ce n'est qu'un début et qu'on parlera plus tard de cet événement, l'incendie du 15 avril, comme d'un événement destructeur et créateur malgré tout. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre attention. Ça a été un grand plaisir pour moi. Au nom de l'OPEX, je vous remercie infiniment de votre participation à cette audition unique en son genre. Et voilà pour cette table ronde sur les apports des sciences et des technologies à la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Ce chantier intéresse beaucoup les scientifiques puisqu'il va apporter des informations précieuses sur les méthodes de construction de l'époque, mais également sur le climat de la période médiévale. Notez que ce projet de loi de reconstruction de Notre-Dame sera débattu au Sénat en séance publique la semaine prochaine. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Très bonne journée sur Public Sénat.